D'abord, moi, la qualité essentielle du policier, c'est sa curiosité humaine. Voilà. Je fais un métier où j'ai la chance de rentrer, de côtoyer différentes personnes, ou de par mon expérience de police, pour vous donner un exemple très concret, j'ai eu la chance d'auditionner un ministre une fois, et 2 heures après, j'ai auditionné une jeune fille qui se livrait à la prostitution sur les boulevards. Donc je balaye vraiment tous les champs des différentes personnalités, et il faut être animé d'une curiosité humaine pour la diversité, et moi je pense que cette curiosité m'ouvre des domaines très divers, et que cette diversité, elle est source d'enrichissement. La troisième qualité, je pense qu'il faut, c'est avoir un esprit de discipline quand même. Quand on est policier, vous intervenez dans une structure, dans une institution, il faut avoir une certaine discipline pour rentrer dans cette administration. Moi, quand j'ai commencé mon travail il y a 25 ans, en tant que policier gardien de la paix, j'avais une cravate. Je n'avais pas de pare-balles. Voilà. Aujourd'hui, quand je vois la tenue que j'ai un pare-balles obligatoire. La cravate, bien entendu, j'en ai plus parce qu'on peut me l'attendre. Ça peut être un moyen de m'arracher et puis de me tordre le cou. Voilà. Donc nous, on a été obligé de s'adapter également, mais la difficulté, c'est qu'on a une société qui est de plus en plus violente, avec notamment au niveau de la délinquance, et cette violence, elle est même rentrée dans des domaines auxquels on n'était pas habitué habituellement. C'est-à-dire que moi, il y a 25 ans, j'intervenais par exemple très peu dans les écoles. Parce que l'école, il y a 25 ans, c'était un domaine un peu protégé encore. Et aujourd'hui, on voit bien que cette violence qui était à l'extérieur, elle est rentrée dans l'école. Et aujourd'hui, j'interviens avec mes effectifs, on intervient quasi quotidiennement dans les écoles. On s'est dit, voilà, ça se passe aux États-Unis. C'est pas ce qui se passe en France. Donc, comment ça a été perçu, premièrement, ça nous a choqués, comme tout le monde. Et deuxièmement, on s'est dit, voilà, c'est aux États-Unis, ils ont une culture américaine, c'est un peu différent. Hein. Ils ont une culture avec leur histoire, leur culture du Ku Klux Klan, la légalité des armes, c'est des choses qui sont... puis la police là-bas a une image qui est différente de la nôtre. Donc, nous, policiers, voilà, on a regardé ça un peu de loin, si vous voulez. Donc, on a regardé ça comme des citoyens lambda, en disant, ouais, voilà, en fait, ça va pas, quoi. Il y a quelque chose qui va pas chez eux, quoi. Voilà. Il y a des George Floyd aussi en France, du coup. Et est-ce que vous pensez que en France, c'est normal, ou pensez-vous que c'est pareil qu'aux États-Unis? Vous pensez que c'est pas correct? Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a des George Floyd en France? Honnêtement, moi de ma part, oui. Tu peux expliquer? Des personnes, pas des George Floyd, mais des personnes, on va dire, un petit peu abusées, comme le journaliste, vous savez, pas le journaliste, le réalisateur, le producteur qui a été violenté dans son immeuble. C'est pas pareil, parce que George Floyd il est mort, mais là, il y a eu des coups. On ne sait pas ce qui aurait pu se passer pour de vrai. Heureusement qu'il y a eu une caméra, en gros. Alors, la question... Non, mais c'est pas... Non, mais comment... C'est vrai que... Alors, la question c'est, est-ce que ça nous a fait réagir, nous, sur la situation? Vous avez été choqué, quoi. Alors, moi j'ai été choqué par ce qui s'est passé aux États-Unis. Par contre, j'ai été surpris, je ne vous cache pas, j'ai été surpris de vouloir faire traverser le mal américain, de lui faire traverser l'océan et d'essayer de rapporter ce qui s'est passé aux États-Unis en disant voilà, c'est la même chose qui se passe en France. Voilà. Alors il y a eu un espèce d'effet d'aubaine, un effet médiatique. Moi, ce que je dénonce un petit peu, c'est une tentative de récupération. Voilà. Par contre, là, j'adhère dans votre sens, il y a effectivement des problèmes en France, des problèmes de discrimination, des problèmes de violence commis par des policiers, pas des violences policières, des violences commises par des policiers à titre individuel. Donc, mais ça me semble être pas dans la même proportion qu'aux États-Unis. Voilà. Il y a vraiment pour moi une énorme différence entre les États-Unis et la France. Et c'est pour ça que ça nous a surpris
nous policiers, on veuille assimiler les deux. Et pour nous, c'est pas le cas du tout. Peut-être qu'en France, on n'a pas réussi complètement l'intégration, mais en tout cas, on a mieux réussi qu'aux États-Unis. Maintenant, il y a aussi la vision de la police. Nous, on a des organes de contrôle, et on en parlera peut-être par la suite, qui sont très dissuasifs et qui nous sanctionnent. Alors que moi, j'ai le sentiment qu'aux États-Unis, les policiers notamment avaient un sentiment d'impunité. C'est-à-dire qu'ils pouvaient tout se permettre, ils étaient un peu au-dessus de la loi. Moi, je ne suis pas au-dessus de la loi. Je ne suis pas au-dessus de la loi. Si je commets une faute, je serai sanctionné. Voilà. Donc, alors qu'aux États-Unis, c'est moins prégnant. Est-ce que ce qui fait le lien entre les deux, c'est un sentiment d'injustice? Alors, peut-être qu'il y a un sentiment d'injustice, notamment par rapport à la communauté black en France, mais est-ce que ce sentiment d'injustice, il est lié par rapport à l'action policière ou pas? Ou est-ce qu'il n'est pas englobé dans une société en général? Moi, c'est la question que je me pose. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on est vraiment, aujourd'hui, comme vous l'avez dit, à juste titre, aujourd'hui, tout est filmé. Les policiers, ils ne peuvent pas tout se permettre. Voilà. Ils savent que derrière, ils seront sanctionnés. Et ce qui est normal. Voilà. Donc, le sentiment d'injustice, il existe peut-être. En tout état de cause, nous, la police, on est là justement pour réduire ce sentiment d'injustice. C'est notre rôle aussi. Est-ce qu'il n'y en a pas qui prennent leur uniforme pour un peu de force, on va dire? Alors, je ne sais pas comment expliquer. Non, mais j'ai bien compris. Comme pendant les Gilets jaunes, il y a eu des trucs comme ça. Ouais. Moi, j'entends bien. On va aller même plus loin, on va parler franchement. Est-ce que vous pensez qu'il y a des policiers qui sont racistes? Oui. Vous le pensez? Bien sûr. Bon, moi je vous le dis honnêtement, je pense qu'effectivement, j'ai des collègues qui sont racistes. Oui. Mais est-ce qu'il y en a plus, est-ce qu'il y a plus de policiers racistes qu'il y a de citoyens racistes en France? Sûrement pas. Je suis très heureux de vous entendre dire. Oui. Je suis vraiment très heureux de vous entendre dire. Ça me rassure quelque part de vous entendre dire ça, parce qu'effectivement, on a tendance à dire la police est raciste. Moi je dis non, la police n'est pas raciste. Oui, on a quelques policiers à l'image de la population française, voilà, qui est raciste. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est transformer des comportements individuels en les normalisant et en les banalisant. Ça, c'est super dangereux. Voilà. Donc, oui, il y a certainement des policiers racistes et il faut qu'ils soient sanctionnés. Quand il y a des manquements, quand il y a des fautes, et on en parlera peut-être après, je vous expliquerai un petit peu les dispositifs judiciaires. Moi, je suis le premier, franchement, je suis le premier à subir les conséquences. Quand il s'est passé ce qui s'est passé aux États-Unis, ou quand il s'est passé ce qui s'est passé, vous l'avez souligné tout à l'heure sur le 17e arrondissement avec le producteur, le lendemain, quand j'allais effectuer des contrôles dans Nantes, j'étais décrédibilisé. J'y allais avec... c'était difficile, parce que la première chose que les gens me disaient, c'est « Oui, mais regardez, regardez, regardez ». Et moi, je suis très fragilisé par ça. Donc, quand il y a des fautes qui sont commises par mes collègues, je suis le premier à vouloir qu'il y ait des sanctions, de façon à ce qu'on n'ait pas un problème de légitimité. Voilà. Ça, c'est très préjudiciable pour nous. Et nous, policiers, on a tous intérêt, la première chose, à ce que les choses se passent bien, que nos opérations se passent le plus bien possible, parce que l'intérêt pour un policier, c'est de rentrer à la maison aussi le soir. Ça, c'est important, de rentrer physiquement, de pas... Et après, de pouvoir exercer ce métier en n'ayant pas ce fardeau au-dessus de la tête. Voilà. Donc, il faut qu'on assainisse. C'est pas un joli mot, hein, mais tant pis, je l'emploie, vous l'avez compris. Quand il y a des comportements qui sont inadaptés, qui sont inacceptables, ils doivent être sanctionnés pour nous permettre d'avoir retrouver de la confiance et de la légitimité. Et moi, je vous dis, j'en ai subi les conséquences, on en subit tout le temps les conséquences. Et c'est normal, les gens, ils nous le remettent systématiquement, voilà, lors de toutes nos interventions, c'est systématique. Oui, vous avez vu à la télé, voilà. Et moi, je suis là, pourquoi? Je ne peux pas défendre, c'est compliqué, quoi. Voilà. Le policier, il n'est pas forcément là pour comprendre certains phénomènes. Par contre, l'homme policier, oui, il peut essayer de comprendre ce qui se passe. Pourquoi? Ça peut l'interroger aussi, lui, sur sa façon de réagir, sa façon d'agir au quotidien dans le cadre de sa profession. Donc comprendre certains phénomènes, c'est toujours difficile. Après, effectivement, on peut se dire, attention, regardez, voilà ce qu'il ne faut pas faire.
Voilà. Voilà ce qu'il ne faut pas faire et voilà ce à quoi il ne faut pas arriver. Et qu'est-ce qu'il faut faire justement pour ne pas en arriver là? Donc voilà, s'il y a une interrogation à avoir, nous, en interne, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'il faut pas, voilà, ce qu'on doit mettre en place, mettre en œuvre pour ne pas arriver à cette situation ultime qui s'est traduite par la mort d'un homme injustifié et injustifiable. Voilà. Quand j'entends « est-ce que la police est raciste en France ?», ma réponse sera non. Est-ce que la police est discriminante? Ma réponse est non. Est-ce que la police est violente? Ma réponse est non. Par contre, à titre individuel, oui. Et c'est bien là que je veux insister. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire de cas individuels une généralité. Il ne faut pas faire d'une exception la norme. Et ça, c'est très important pour moi. Donc, oui, il y a des manquements, il y a des fautes qui sont commises, il y a des policiers qui sont certainement racistes. Et à ce moment-là, il faut prendre les mesures pour qu'ils ne soient plus, policiers ou prendre des sanctions. Mais là, ça ne m'appartient pas à moi. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai été regarder un petit peu pour avoir des informations. Vous savez que lorsque vous êtes victime d'une discrimination, ou vous estimez être victime d'un acte policier, vous avez plusieurs recours possibles. Vous avez des recours qui existent. Parmi ces recours, le premier, c'est de saisir le défenseur des droits. Le défenseur des droits, vous pouvez le saisir directement en ligne, vous pouvez le saisir également par courrier, et vous pouvez obtenir également un rendez-vous avec le délégué du défenseur des droits. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous pouvez déposer plainte. Voilà, vous pouvez déposer plainte, il n'y a aucun problème pour ça. En police, en gendarmerie, auprès du TGI, il n'y a aucun problème pour ça. Et vous avez une troisième possibilité, c'est de signaler, de faire un signalement sur la plateforme IGPN. Vous avez une plateforme numérique qui vous permet de faire des signalements. En 2019, il y a eu 2671 signalements qui ont été effectués. 2671 signalements. Sur ces 2671 signalements, 32% étaient pour des faits de violence. C'est-à-dire que les gens estimaient que les policiers avaient été violents indûment à leur rencontre. Pour 13%, c'était pour avoir des refus de plainte, qui n'étaient pas forcément liés à une discrimination. Hein. C'est des gens qui estimaient qu'ils étaient dans leur droit de déposer plainte et qu'on n'avait pas voulu recevoir leur plainte. Et dans les 20 derniers pourcents, 20%, c'était sur la courtoisie. Voilà. Les policiers n'avaient pas été courtois avec les personnes. Donc, ils signalaient les faits. Alors, sur 2671 signalements, il y a eu 1600 sanctions. 1600 sanctions sur 2671 signalements. Les sanctions, elles vont du blâme. Alors, le blâme, c'est important pour un policier. Le blâme, c'est une sanction qui va, pendant une période de 3 ans, qui va bloquer l'évolution de sa carrière. Donc, c'est quand même, c'est pas rien de prendre un blâme. Donc les sanctions, les 1600, elles du blâme jusqu'à la révocation. Et on a à peu près une trentaine de policiers annuellement qui sont révoqués. Donc les sanctions, elles existent. Elles sont là. Elles sont peut-être pas suffisamment visibles, mais quand même 1600 sanctions sur 2671 signalements, pour moi c'est énorme. Surtout que si vous rapportez ce chiffre de 2671 signalements, donc c'est-à-dire que c'est des gens qui ne sont pas contents, d'une manière générale, d'une intervention de police. Il y a quand même 9 millions d'interventions de police par an. 9 millions d'interventions de police par an. Alors je suis d'accord avec vous, vous allez me dire, les mécontents n'ont pas fait forcément des signalements. Je suis d'accord, il y en a certainement qui doivent être mécontents de l'action des policiers et qui ne doivent pas le faire remonter par un signalement. Mais quand même, ça permet de mettre un petit peu une mesure, et je peux vous garantir, et on en connaît tous, des policiers qui ont été sanctionnés pour des fautes qu'ils ont commises, et la sanction est réelle. Et encore une fois, on a un dispositif répressif à l'égard des policiers qui est vraiment un des plus efficaces de toutes les institutions. Alors moi, de par mes fonctions, j'ai un rôle surtout d'encadrement. Moi, j'ai avec moi une équipe de 60 effectifs, et je suis là pour les commander, pour leur dire, bah voilà, aujourd'hui vous allez faire telle chose, aujourd'hui vous allez faire telle chose et tout. Donc c'est difficile pour moi de répondre à votre question par rapport à mon rôle propre. Par contre, pour quand même vous donner une ordre d'idée,
À Nantes, on a une circonscription. Vous avez employé le mot tout à l'heure qui était fort juste, de circonscription. Donc, on va dire qu'on a un terrain. Voilà, notre terrain fait 420 000 habitants. Donc, vous avez Nantes, vous avez donc Saint-Herblain, vous avez Rezé, Saint-Sébastien, vous avez Orvaux. Ça fait à peu près, plus le centre-ville, ça fait à peu près 400 000 habitants. On peut estimer, c'est un ordre de grandeur, hein, que par jour, il y a entre une centaine et un millier de contrôles qui sont effectués. Une centaine. On va dire qu'un lundi, il va y avoir une centaine de contrôles. Un samedi, il va y avoir un peu plus de contrôles. Un jour de manifestation, il y aura un peu plus de contrôles. Mais on est dans l'ordre d'une centaine, entre une centaine et un millier de contrôles. Voilà. Il n'y a pas de quartier interdit. On y va dans les quartiers. D'accord? Ça, il faut que ce soit clair. On y va. Mais des fois, c'est plus compliqué. Dans certains quartiers, c'est plus compliqué. Mais la loi de la République, elle s'applique encore. Voilà. S'il y a besoin, on fera ce qu'il faut pour y aller. Même si, au quotidien, tous les jours, c'est pour les gens qui y vivent, c'est très compliqué parce que c'est pas la loi. Malheureusement, pour les gens qui y vivent, c'est pas toujours la loi de la République qui s'applique à leur quotidien. C'est la loi des trafiquants. Nous, justement, on est là pour inverser le cours des choses et faire en sorte que ce soit la loi de la République qui s'applique, que ce ne soit pas la loi du plus fort, que ce ne soit pas la loi de celui qui terrorise les gens, qui gagne. Voilà. D'où pour nous l'importance de ne pas lâcher ces territoires-là, parce que si on les lâche, ça veut dire qu'on lâchera une partie de la population qui fait justement appel à nos services, et on aura tout perdu à ce moment-là. Et ça, c'est dramatique. C'est-à-dire qu'il y a une forme de soumission quelque part. Il y a une forme de soumission à la loi du plus fort, à la loi des trafiquants, où si moi, à un moment ou l'autre, je vais avoir une attitude républicaine, je vais être sanctionné par la loi des délinquants. Je vais avoir mon véhicule qui va être cramé, ma fille qui va à l'école, elle va être importunée, voilà. Et nous, on est juste là pour rétablir cet équilibre-là. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on lâche. Pour ces gens-là, parce que ces gens-là, on va de la peine, encore plus que les autres. Encore plus que les autres. Est-ce qu'on est là dans la répression? Est-ce qu'on est pour avoir un meilleur résultat? Est-ce qu'on est là pour apporter une meilleure qualité entre les jeunes ou pas avec la police? C'est très difficile pour moi, malheureusement, de pouvoir répondre à votre question. Je suis désolé, Fatima. C'est très compliqué pour moi. Je sais très bien que j'aurais plus tendance à trouver ce que je cherche, c'est la déviance du métier. C'est l'expérience. La grand-mère qui rentre avec son caddie, c'est pas elle qui va trafiquer le shit. La petite dame qui va rentrer avec ses 2 enfants ou le monsieur en costard-cravate, c'est pas... Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui le font. Mais dans la majorité, malheureusement, on a une déviance de par notre expérience. Mais par contre, si je fais mon contrôle, il faudra toujours que je retombe sur mes pieds au niveau légal. Parce que derrière, j'écris, moi, derrière. Et derrière, il faut que je justifie pourquoi je vous ai interpellé. Donc il faudra que j'argumente. Et les arguments, ce seront des arguments juridiques, avec les pouvoirs qui me seront donnés. Alors oui, je vais focaliser beaucoup plus mon attention quand je patrouille dans les quartiers. Je focalise beaucoup plus mon attention sur les jeunes en général que sur la grand-mère qui rentre ou le père de famille. Voilà. Oui. Voilà. Parce que je suis policier, que normalement, je sais que le jour où j'aurai des grand-mères qui se livreront au trafic de stupéfiants ou à l'arrachage de trucs, je focaliserai mon attention sur les grand-mères. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le truc. Mais ça existe, non? Ça existe. On a des mamies qui sont ce qu'on appelle des nourrices. Hein? Ah bah oui. Voilà. Mais est-ce qu'elles le sont volontairement ou est-ce qu'elles le sont parce qu'on leur met la pression? C'est la secte. Ça veut dire que... Si, il y en a qui... Après... est-ce que c'est pas pour acheter pour être tranquille? La paix sociale. Est-ce que c'est pas une soumission? C'est-à-dire, pour qu'on me foute la paix, je veux bien leur regarder leurs produits. Ouais, mais elle a la récompense aussi. Il y en a beaucoup qui sont comme ça, c'est vrai. Il y en a beaucoup qui vont dire, ce qu'on appelle une nourrice. Vont me laisser tranquille. Mais après, il y en a beaucoup aussi qui disent... Est-ce qu'elle préférerait pas vivre tranquillement sans avoir ça au-dessus de la tête? Se dire, non, moi je peux vivre tranquillement sans être obligé de me soumettre à garder des produits pour avoir la paix sociale. Mais indirectement, ça va aussi pour les jeunes qui sont instrumentalisés. Tout le monde a... Mais il y a toujours un degré en fait d'instrumentalisation à un moment ou à un autre. Oui, sauf qu'à un moment, c'est une question de responsabilité individuelle. À savoir, est-ce que je franchis la ligne ou pas, quoi. Voilà, c'est une question individuelle et... C'est comme la maman, c'est comme la mamie nourrice, alors. Est-ce qu'elle avait vraiment conscience? Elle le faisait, on va dire, avec une conscience librement éclairée, ou est-ce qu'elle n'avait pas le choix, parce que si elle ne le faisait pas, on allait lui faire la misère?
Voilà. Et ça, c'est la justice qui appréciera. Et c'est vrai que les filles, moi ce que je constate, c'est que la séparation avant qu'on avait entre les filles et les garçons, tout ça c'est en train de se rapprocher un petit peu, et les filles sont en train d'avoir des comportements comme les garçons au niveau de la délinquance. Donc nous on se pose pas de questions, on se pose pas de question de savoir si on interpelle plus les filles ou des garçons. Notre question c'est de savoir est-ce qu'on interpelle des délinquants ou pas.